Au gouvernement, aujourd'hui à 15 h. Bonjour à tous, bienvenue dans Politique Matin. Nous sommes ensemble pendant 1 heure pour décrypter l'actualité politique et parlementaire. On commence bien sûr avec la revue de presse de Marie Labatte. Bonjour Marie. Bonjour. Alors vous avez lu les quotidiens pour nous, des quotidiens qui se focalisent sur un projet de loi ce matin. La loi El Khomri, voilà, c'est le projet de loi El Khomri encore et toujours. On va en parler avec vous dans quelques instants. Céline Martel, vous êtes également sur ce plateau. Vous vous êtes penchée sur un autre projet de loi. Oui, ce sera sur la réforme de la procédure pénale. On va en parler aussi avec notre député du jour, c'est Pascal Popelin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député socialiste de Seine-Saint-Denis, vous êtes rapporteur de ce projet de loi sur la réforme pénale. Alors certains craignent un état d'urgence permanent, vous nous direz ce qu'il faut attendre de ce texte. À 9 h, l'invité de la matinale, Luc Carvounas, sénateur socialiste du Val-de-Marne, proche de Manuel Valls. Que signifie le report de la loi El Khomri? Est-ce un recul ou plutôt un retrait? Manuel Valls tente-t-il d'imposer le social-libéralisme au PS? Le Parti socialiste peut-il mourir? Nous lui poserons toutes ces questions. Et puis si vous aussi vous souhaitez l'interroger, faites-le sur Twitter avec le hashtag qui s'affiche en bas de l'écran, Paul Matt. Mais tout de suite, ce que nous avons retenu dans l'actualité de ce mardi 1er mars. Le gouvernement reporte de 2 semaines l'examen du projet de loi sur le travail. Il sera donc présenté le 24 mars en Conseil des ministres. Manuel Valls souhaite retravailler le texte et mieux l'expliquer face à la gronde des syndicats et d'une bonne partie de la gauche. Le Premier ministre commencera l'exercice de pédagogie dès ce matin devant le groupe PS où plusieurs députés demandent maintenant le retrait pur et simple de ce projet de loi. La réforme pénale en débat à partir de cet après-midi dans l'hémicycle. Les députés se penchent sur un texte censé pallier l'état d'urgence. Perquisition nocturne, fouille de bagages, usage assoupli des armes par les forces de l'ordre. Pour les uns, il répond à la menace terroriste. Pour les autres, il est jugé attentatoire aux libertés. La discussion qui doit durer au moins 3 jours promet de longs débats. Un mardi pas comme les autres aux États-Unis, c'est le Super Tuesday. Une douzaine d'États américains votent en même temps pour désigner leur candidat à la primaire. Le milliardaire controversé Donald Trump apparaît favori chez les républicains et Hillary Clinton dans le camp démocrate. Les résultats qui pourraient donner une avance significative à ces 2 candidats seront connus cette nuit. Les précisions de Thibault Le Floch dans Regard d'ailleurs à 8h55. Feuilleton à présent les quotidiens, les éditorialistes unanimes pour dénoncer une reculade du gouvernement sur la loi El Khomri. Marie, on parle donc de cette loi El Khomri qui fait encore la une des quotidiens ce matin. Oui, et c'est unanime, presse nationale comme presse régionale, du quotidien de La Réunion au Figaro en passant par la Charente Libre. Tout le monde parle du report de la réforme du travail, un report prudent pour le Télégramme ou un premier accroc pour le Midi Libre, en tout cas un report pour mieux reculer selon l'opinion, et le journal de recueillir les propos d'un conseiller de François Hollande. On se donne un peu plus de temps pour discuter et expliquer, raconte-t-il. Pas dupe, l'opinion analyse, il s'agit de la réponse de l'exécutif à la pression exercée dimanche par le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. Ce dernier, d'ailleurs interviewé ce matin dans Le Parisien, il raconte qu'il a découvert l'avant-projet de loi dans les colonnes du quotidien, ce qui en soi pose un problème. Partir de l'idée que pour créer de l'emploi, il faille faciliter le licenciement et réduire les droits des salariés, c'est mentir aux Français et faire fausse route, déclare-t-il. Laurent Berger souhaite donc désormais mettre ce report à profit pour la concertation. Les Échos, eux, titrent ce que Valls va devoir changer. Pour le quotidien économique, c'est clair, la pression devenait intenable. L'exécutif devait reporter la présentation du texte. Il se prépare désormais à amender la réforme du licenciement économique et celle des indemnités prud'homales pour calmer sa majorité et rallier à sa cause les syndicats réformistes, CFDT en tête, écrit-il. Dans son édito, Cécile Cornudet s'interroge tout de même. Tout en posant ses conditions, la CFDT semble être dans une attitude constructive. La droite, pour l'instant, demeure plutôt
positive. Reste la gauche et cette interrogation surréaliste quand on sait qu'il s'agit de la famille politique, même du chef de l'État et de son Premier ministre. Est-elle encore en état de négocier ou a-t-elle basculé dans une guerre politique n'ayant plus rien à voir avec la loi travail? Pascal Popelin, est-ce qu'il va falloir revoir complètement ce texte de la loi travail? Non, je pense qu'il y a la nécessité effectivement de dialoguer. D'une part parce que il y a des incompréhensions légitimes, sans doute parce qu'il y a également un certain nombre de points qui doivent évoluer. Je crois que c'est possible avec tous ceux qui sont de bonne foi et de bonne volonté, et donc se donner 15 jours supplémentaires pour aboutir à quelque chose qui soit de nature à rassembler plus largement plutôt qu'à conjuguer des oppositions qui sont parfois pour des... Donc c'est bien une reculade si on vous écoute. Mais moi je ne comprends pas ce terme, ou bien c'est passage en force, ou bien c'est reculade. Non, c'est simplement gouverner, et le fait de prendre 15 jours de plus pour passer un texte en Conseil des ministres, je ne vois pas en quoi ça doit être considéré comme une reculade. Ce qu'il faudra juger, c'est à l'arrivée. Quel est le texte qui sort du Conseil des ministres? Quel est le texte qui sortira du débat parlementaire? Et sur cela, il sera bon que les uns et les autres se prononcent et prennent leurs responsabilités. Mais un procès d'intention à l'avance, ça me paraît être une curieuse manière aujourd'hui, une évolution assez préoccupante de ce qu'est notre débat public. Mais est-ce que depuis le début, on ne fait pas fausse route quand même sur la méthode? Est-ce qu'il ne fallait pas concerter, comme le dit Laurent Berger, comme nous le disait Marie, justement, en amont avec les syndicats? C'est pas ça la social-démocratie? Il y a eu sur un certain nombre de sujets, comme le compte d'activité, etc., il y a eu de longs débats et de longues concertations. Après, il y a des points qui ont été rajoutés, mais y compris un des sujets qui fait l'objet d'un fort débat, qui est celui des indemnités prud'homales. C'est pas quelque chose qui sort de rien, puisque c'était déjà prévu dans la loi Macron, et c'est une disposition qui, pour des raisons... Ça avait justement été retiré de la loi Macron, sanctionné par le Conseil constitutionnel. Mais pour des raisons de forme. Bon, donc, que l'on discute de cela, en particulier sur la question des indemnités pour licenciement, des montants. Voilà des sujets qui sont sur la table et qui doivent faire l'objet de ces échanges pendant 15 jours. Mais au bout de 15 jours, c'est le passage en Conseil des ministres. Le passage en Conseil des ministres, c'est pas la fin du débat. Parce qu'ensuite, il y a le débat parlementaire. On pourra l'amender. Vous pensez que vous aurez une majorité sur ce texte? Je pense qu'il faut qu'il y ait une majorité. Et donc, il faut créer les conditions pour qu'il y ait cette majorité. Et pour cela... il est aussi nécessaire de faire évoluer le point de vue d'un certain nombre d'interlocuteurs qui sont plutôt, de mon point de vue, des gens constructifs et de bonne volonté. Il y en a qui sont systématiquement Donc vous, ça vous va contre. Vous, le texte initial, vous le trouviez aussi un petit peu trop libéral? Je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais j'observe quand il y a toutes les organisations syndicales qui disent « ça me pose un problème », bon, il faut regarder. Et donc, c'est ce que fait le gouvernement. Si, à l'issue de cette période de concertation, on a des évolutions dans les points de vue, ce sera un point d'appui pour pouvoir engager le débat parlementaire. Alors on revient sur les quotidiens, Marie, et ce matin on trouve dans le Parisien un portrait de Jean-Marc Ayrault. Oui, Jean-Marc Ayrault, ce Leonardo DiCaprio de la politique, Brigitte. Et oui, le photo à l'appui. Voilà, le quotidien titre même Les Confidences du Revenant, allusion au film qui a permis à l'acteur américain d'enfin remporter son premier Oscar dimanche soir. Le Parisien précise quand même, au cas où on aurait des doutes, que ça n'a rien à voir avec le physique, mais plutôt avec son éviction de Matignon en 2014 et donc son retour au gouvernement dernièrement. En dehors de cette comparaison plus que capillotractée, on apprend tout de même deux choses dans cet article. Premièrement, que la priorité de Jean-Marc Ayrault, de ce germanophile patron du Quai d'Orsay, sera l'Europe, bien sûr, renforcer le couple franco-allemand ou encore sauver Schengen. Voilà les objectifs que s'est fixé Jean-Marc Ayrault. Et deuxièmement, qu'avant sa nomination, il a eu des discussions pendant plusieurs semaines avec François Hollande. Il m'a dit « Il faut que tu reviennes, tu ne peux pas rester sans rien faire ». Il a sans doute voulu mettre au Quai d'Orsay quelqu'un qui le rassure après le départ de Laurent Fabius, confie-t-il. On s'intéresse maintenant à la presse régionale et les postiers pourront désormais faire passer le permis de conduire. Exactement, c'est peu banal, vous en conviendrez, mais dans le cadre de la réforme du permis, certains postiers sont aussi examinateurs depuis lundi. C'est ce que raconte le Midi Libre. Pour réduire les délais de passage, la loi Macron prévoit que les préfectures puissent recourir à des agents publics
ou contractuels, habilités et formés, notamment des agents de la Poste ou d'anciens policiers ou militaires. Dans un premier temps, le dispositif est expérimenté dans 6 départements, l'Île-de-France, le Rhône, les Alpes-Maritimes, le Var, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. Même préoccupation dans les dernières nouvelles d'Alsace qui titrent des postiers examinateurs. D'après le journal, l'objectif serait de passer à 45 jours pour passer son permis en 2017 contre 70 actuellement, voire 90 dans la région parisienne. Le Populaire du Centre, lui, s'est plutôt focalisé sur la manifestation des auto-écoles qui a, elle aussi, eu lieu hier. Outre les postiers examinateurs, la loi prévoit aussi 1000 nouvelles questions. Nous ne contestons pas la réforme de l'épreuve du code, c'est le timing qui est inapproprié, explique le responsable du CNPA, le Conseil national des professions de l'automobile. Ça ne nous dit pas si ce sera plus facile de passer le permis. On termine avec le dessin du jour, Marie. Oui, et il est signé Plantu pour le journal Le Monde. Le dessinateur revient sur la réforme du Code du travail. Regardez François Hollande, à qui l'on remet l'Oscar du meilleur scénario foireux. Depuis le temps que je n'attendais pas ce trophée, s'étonne-t-il. Qui vous reconnaissez sur ce trophée, Pascal Popelin? Est-ce que c'est Martine Aubry qui l'avait dans la main, François Hollande? C'est possible. C'est possible. C'est elle aussi qui joue un peu contre son camp? Moi, personnellement, la stratégie du coup de pied de l'âne, je n'ai jamais vu qu'elle produisait les résultats qu'on pouvait imaginer en escompter. Ça, c'était donc pour Martine Aubry. Merci Marie Labatte pour cette revue de presse. On l'a dit, Manuel Valls se rendra ce matin au groupe PS où il sera question de la loi El Khomri après le report annoncé de ce texte. Alors beaucoup de socialistes sont vent debout contre ce projet de loi. Ils l'ont dit hier soir à leur arrivée au bureau national du Parti socialiste. On les écoute. Le report, ça n'est pas le retrait. Et le retrait, moi, je le crois absolument nécessaire parce que le texte, il n'est pas amendable. Il faudrait le réécrire en profondeur. Et pour cela, ce n'est pas 15 jours qui suffiront. Reculer, c'est retirer le texte. Dire qu'à un moment donné, il faut qu'on s'arrête pour discuter ensemble. Moi, je trouve que c'est ça, être social-démocrate. C'est quoi la social-démocratie ? Eh ben, c'est le compromis, c'est le consensus et c'est le dialogue. Et c'est ce que nous faisons. Le Parti socialiste n'est pas à l'image de Manuel Valls qui, rappelons-le, a fait 5% aux primaires en 2011. Certes, nous ne sommes plus en 2011, mais il ne peut pas imposer à l'ensemble de la gauche et à l'ensemble du Parti socialiste sa dérive social-libérale. Même son de cloche du côté des syndicats qui font front commun, une première depuis 2013 contre ce texte. Christian Paul, on l'a entendu, Force ouvrière demande également le retrait du texte. Écoutez-les, ces syndicats hier à la sortie du ministère du Travail. Le calendrier maintenant pour la CFDT est celui d'avoir 15 jours de concertation avec des contre-propositions à travailler, à pousser. Et en fonction de la discussion qu'on aura avec les gouvernements, on verra quel est le projet de loi qui sera en définitive présenté en Conseil des ministres. Et donc on a 15 jours d'action sur le contenu du projet de loi en termes de propositions syndicales à effectuer. Un report ne suffit pas. Nous demandons une remise à plat totale de ce projet de loi, donc une suspension du projet de loi. Il y a beaucoup de dispositions qui vont à l'encontre des intérêts des salariés et des demandeurs d'emploi. Avec ce projet de loi, on est à côté de la plaque. Voilà, donc quand on est à côté de la plaque, on remet tout à plat et on suspend. L'actualité à l'Assemblée, c'est le débat autour de la réforme de la procédure pénale qui arrive cet après-midi dans l'hémicycle. Céline Martel, vous vous êtes penchée, vous, sur ce texte qui était différent à l'origine. Oui, en fait, à l'origine, le texte du ministère de la Justice avait surtout pour vocation de simplifier la procédure pénale et d'offrir de nouvelles garanties aux justiciables. Mais après les attentats du 13 novembre, une douzaine de nouvelles mesures ont été intégrées au texte par le ministère de l'Intérieur. Et clairement, il s'agit de pérenniser les mesures qui aujourd'hui sont définies par l'état d'urgence. Alors, ces mesures, ce sont des assignations à résidence. On a aussi des contrôles administratifs pour toutes les personnes soupçonnées de retour d'être du djihad. Exactement, c'est exactement ça. Ce sera sur décision du préfet et en dehors de toute mise en examen par un juge. Alors, il y a aussi la possibilité. Ah oui, c'est ça. Il y a des possibilités pour les gendarmes et pour les policiers. Et pour les policiers, de fouiller plus facilement les bagages et les véhicules, de faire des perquisitions de nuit, de mettre en place des écoutes, de récupérer les données des téléphones portables des suspects et de retenir pendant 4 heures une personne signalée, le temps de vérifier sa situation. Alors, les syndicats de police se montrent plutôt satisfaits, hein, Céline, d'autant que le texte leur accorde aussi de nouveaux droits. Oui, c'est ce qu'on appelle la modification des règles d'ouverture du feu.
En clair, ça veut dire qu'ils pourront tirer plus facilement en étant considérés en état de légitime défense. Merci Céline Martel pour ces précisions. Pascal Popelin, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair avec vous. Il y a beaucoup de choses. Nécessaire, parce que là, il y a beaucoup de pas choses. à la réalité. Alors, les perquisitions de nuit, les fouilles de coffre, les assignations à résidence, il y a un certain nombre de choses qui visent à pallier l'état d'urgence. Est-ce que on ne tombe pas, et certains le craignent, dans cet état d'urgence permanent? D'abord, aucune des mesures qui sont prévues dans ce texte n'ont vocation à transférer dans le droit commun les mesures exceptionnelles de l'état d'urgence. Les assignations à résidence, les perquisitions administratives ne font pas partie de mesures qui sont proposées dans ce texte. Ce texte, qu'est-ce qu'il a comme objectif? Il a comme objectif de couvrir les angles morts du droit, les trous dans la raquette qui ont été constatés au cours des dernières années dans un certain nombre de procédures. C'est-à-dire que soit les juges, parce que ce texte renforce considérablement les pouvoirs de l'autorité judiciaire. Alors, c'est pas ce que disent les magistrats, au contraire. Ils disent qu'il y a plus de pouvoir pour le préfet, plus de pouvoir ça n'est pas exact. Quel est le débat avec les magistrats? Le débat avec les magistrats, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs étapes dans une enquête. Il y a l'enquête préliminaire, il y a la flagrance et il y a l'instruction. L'instruction, c'est 5% des affaires. Et donc, le renforcement des pouvoirs est effectivement un renforcement des pouvoirs du parquet, du procureur de la République, pour pouvoir faire la même chose que ce que peut faire un juge d'instruction. Donc au détriment du juge d'instruction. Oui, mais enfin, il me semble quand même que le parquet, ça fait partie de l'autorité judiciaire. Mais c'est nommé par le ministère de la Justice. Oui, alors là, il y a un sujet, mais enfin, vous savez aussi quand même... Au nom de la séparation des pouvoirs, est-ce que vraiment c'est respecté entre exécutif et judiciaire? Vous savez quand même que nous avons fait voter une loi, la première dans l'histoire de la Ve République, qui interdit au garde des Sceaux de donner des instructions individuelles, qu'elles soient écrites ou qu'elles soient verbales, aux magistrats du parquet. Par ailleurs, nous souhaiterions, il s'agit de modifier la composition du Conseil supérieur de la magistrature, modifier la Constitution pour qu'enfin on en termine avec ce fantasme des procureurs de la République qui seraient aux ordres du pouvoir exécutif. Mais pour modifier la Constitution, vous le savez, il faut une majorité des 3/5. Elle est déjà difficile à obtenir sur des sujets plus consensuels, mais l'opposition ne souhaite pas nous aider à consacrer l'indépendance totale du parquet et de la magistrature par cette modification de la Constitution. Pour revenir précisément sur une des dispositions du texte, aujourd'hui, le garde des Sceaux ne donne aucune instruction aux procureurs, et donc les procureurs de la République sont des magistrats que je considère indépendants. Pour revenir au texte et au projet de loi, revenons sur les assignations à résidence. Il est écrit les personnes dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'elles ont accompli des déplacements à l'étranger ayant pour objet de participer à des activités terroristes pourront être assignées à résidence. Est-ce que là, on se demande si l'état de droit est bien respecté? Des raisons sérieuses, est-ce que c'est suffisant sans passer devant un juge? Je vais vous expliquer l'objet de cela. D'abord, ça n'a strictement rien à voir avec les assignations administratives à résidence qui sont actuellement possibles dans le cadre de l'état d'urgence sur décision du préfet. Là, on vise un autre public, c'est ceux qui reviennent de théâtres d'opérations terroristes, c'est-à-dire clairement qui reviennent d'Irak ou qui reviennent de Syrie. Nous avons, dans la loi de novembre 2014, à peu près réussi à régler le problème des départs. Renseignement Non. La deuxième loi antiterroriste de ce quinquennat, celle qui en particulier mettait en œuvre les interdictions de sortie de territoire. C'est-à-dire quand on a connaissance que quelqu'un a le projet d'aller sur ces théâtres d'opération, on lui retire ses papiers, on l'empêche de partir. Ça a été voté dans le cadre de la loi de novembre 2014. Ce qu'on n'a pas réussi à traiter pour l'instant, c'est la question des retours. Quand quelqu'un revient, ou bien les éléments dont dispose le magistrat au moment de l'arrivée de la personne à la frontière sont suffisants pour pouvoir le mettre en examen ou prononcer un contrôle judiciaire, voire une détention provisoire. Et dans ce cas-là, les choses se font. Malheureusement, ça, c'est dans la moitié des cas. Pour l'autre moitié des cas, parce que les informations dont on dispose du pays qui nous les renvoie, c'est souvent la Turquie, sont insuffisantes, on n'a aucun motif juridique. Effectivement, on n'a pas d'éléments suffisants pour les mettre en examen. On n'a pas de motif suffisant pour prononcer une mesure judiciaire. C'est-à-dire qu'aucun juge, sur la foi d'un dossier vide, parce que nous sommes dans un état de droit, n'aura la possibilité soit de prononcer une mesure de contrôle judiciaire, soit une assignation à résidence. L'état de droit, il dit aussi qu'il y a la présomption d'innocence. Et là, on a l'impression de tomber dans une présomption de culpabilité. Non, on est dans la présomption de quelqu'un qui nous est renvoyé par un pays tiers
en nous indiquant, sans forcément, parce que dans ces pays-là, les procédures judiciaires ne sont pas exactement la même chose que chez nous, sans nous indiquer exactement des éléments solides et tangibles. Et il faut un certain temps pour vérifier les choses. Ce temps, c'est maximum 1 mois, et c'est le temps qui doit permettre, la personne n'est pas mise en prison, hein, la personne fait l'objet d'un contrôle administratif qui peut prendre diverses formes. Ça peut être effectivement une assignation à résidence, ça peut être l'obligation de se signaler régulièrement au commissariat, ça peut être simplement de dire où l'on est, ça peut être de communiquer ses numéros de téléphone. Par ailleurs, il peut y avoir une mesure de surveillance administrative au titre de la loi renseignement. Simplement, on est dans une période, on se donne 1 mois pour vérifier les raisons pour lesquelles cette personne est partie, qu'est-ce qu'elle a fait sur place et qu'est-ce qui se passe quand elle revient. Voilà, ça va concerner un nombre limité de personnes dans des conditions qui sont extrêmement encadrées. On prévient immédiatement le procureur de la République. Donc, c'est un amendement que j'ai fait voter en commission. Donc, ça veut dire que si le procureur de la République considère qu'il y a matière à judiciariser... Donc, pour vous, l'état de droit est bien respecté. Et non seulement pour moi, mais vous verrez qu'il le sera pour le Conseil constitutionnel qui regardera ça, et même pour la Cour européenne des droits de l'homme quand elle aura en traité s'il y a des recours. Pour une personne qui a un comportement suspect, il pourra être retenu 4 heures, une sorte de garde à vue, sous garde à vue. Non. Ce n'est pas ce que dit le texte. Non et non. Quel est le droit aujourd'hui ? Vous faites l'objet d'un contrôle d'identité. Bon, ça c'est encadré, c'est prévu par la loi, on ne change rien. Si ce n'est qu'effectivement, on offre la possibilité aujourd'hui de pouvoir contrôler les bagages, ce qui n'existe pas dans le droit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez contrôler l'identité de quelqu'un, vous pouvez ouvrir un coffre, vous ne pouvez pas contrôler les bagages. Bon. Donc on pense quand même que dans la période, sur réquisition du procureur, dans des cas qui sont bien encadrés, dans les mêmes règles que pour le contrôle d'identité, on offre la possibilité dans ce texte qu'il y ait des contrôles de bagages. Bon, pas par n'importe qui, par des gens qui sont habilités pour le faire. Enfin, rappelez-vous quand même... Après, on pourra auditionner ces gens ? Non, parce que... Donc il n'y aura pas de sous-garde à vue, ce qu'on appelle ces sous-garde à vue n'existe pas ? Il n'y a pas de sous-garde à vue. Il y a quoi ? Il y a un contrôle d'identité. Un contrôle d'identité, on contrôle vos papiers, vous les donnez, vous justifiez de votre identité. Au revoir monsieur, au revoir madame. Sauf si effectivement vous êtes quelqu'un de recherché, auquel cas on prévient le procureur de la République et on vous met en examen ou on vous met en garde à vue. Donc vous dites que cette fouille de bagages pourra durer plusieurs heures ? Mais non, mélange tout là. La fouille de bagages, c'est simplement une possibilité offerte supplémentaire en même temps que le contrôle d'identité et en même temps que l'ouverture d'un coffre. Voilà, ça c'est... Donc cette sous-garde à vue, pour être clair, de 4 heures sans avocat, c'est un leurre. Mais ça n'existe pas. Quand vous avez quelqu'un qui fait l'objet d'un contrôle d'identité, soit il repart parce qu'il justifie de son identité, soit il est placé en garde à vue. Mais il y a des cas où vous ne pouvez pas placer immédiatement en garde à vue. Même chose que pour les retenues administratives tout à l'heure. Vous n'avez pas les éléments suffisants. Je m'explique. Je vous contrôle. Vous avez vos papiers en règle. Mais au moment où je fais le contrôle, je vois que vous avez une fiche S. La fiche S en elle-même n'est pas un élément suffisant pour vous mettre en garde à vue. Simplement, il faut peut-être vérifier ce qu'il y a sur cette fiche S, qui l'a fait, pourquoi, quand, comment, y compris éventuellement interroger des services étrangers. Donc c'est là qu'on pourra retenir peut-être plusieurs heures, peut-être jusqu'à 4 heures une personne. Maximum 4 heures. Voilà, donc ça existe bien dans le texte. Oui, mais ce n'est pas une garde à vue. Parce que dans une garde à vue, on vous interroge, on engage une procédure judiciaire. Là, on vous prie simplement de rester. On pourra être assisté d'un avocat ? Non, puisque ce n'est pas une garde à vue. On ne va pas vous interroger. On ne va pas. C'est pas la peine de vous dire, avocat, médecin, gardez le silence, etc. On n'aura pas le droit de vous interroger. J'ai fait préciser dans le texte, article 18 de la loi, lors de la commission, ce qu'on aurait le droit de faire pendant cette période, c'est-à-dire consulter toute une série de fichiers. Et je vais faire préciser dans le cadre de la séance ce qu'on n'aura pas le droit de faire, c'est-à-dire procéder à une audition. Alors maintenant, si vous considérez que quand on fait un contrôle d'identité de quelqu'un qui a une fiche S, on doit le laisser partir en lui disant merci monsieur, au revoir monsieur, c'est un point de vue. Je pense que ce n'est pas le point de vue de la majorité des Français qui s'étonnent qu'aujourd'hui, on n'est pas de base juridique. Je vais vous dire concrètement, dans la vraie vie, ça se fait. C'est-à-dire que quand quelqu'un a une fiche S et fait l'objet d'un contrôle d'identité, on essaie de le garder, sauf qu'il n'y a pas de base.
Alors, je voudrais qu'on s'intéresse maintenant aux nouvelles techniques d'investigation en matière d'écoute. Elles seront données au parquet. Ça s'appelle les IMSI Catchers et ils pourraient intercepter les communications qui seront à leur disposition. Et ils étaient jusqu'ici réservés aux services de renseignement. C'est un reportage de Céline Martel. Une valise aux grandes oreilles, capable d'intercepter vos appels, vos textos et tout le contenu de votre carte SIM. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est possible avec les IMSI Catchers, des dispositifs très sophistiqués pour espionner les téléphones mobiles. Comment ça marche? Pour faire simple, il s'agit d'un émetteur, souvent dissimulé dans une valise, qui se fait passer pour une antenne relais. Votre téléphone s'y connecte et vos données personnelles sont interceptées. Les données connexion, ce sont toutes celles qui encapsulent une correspondance privée. C'est qui appelle qui échange avec qui, quand, comment, où. Avec quels moyens, quelle technologie, quel fournisseur ou quel opérateur de communication. En analysant toute la galaxie, tout le lien social d'une personne avec tout un milieu, on sait absolument tout sur cette personne. Depuis le vote de la loi renseignement de l'été dernier, les services secrets sont officiellement autorisés à les utiliser. Avec le projet de réforme de la procédure pénale, le parquet pourrait également s'en servir dans certaines enquêtes. Le danger de ce dispositif, c'est qu'il n'est pas conçu pour des interceptions ciblées. Tous les téléphones qui se trouvent à proximité sont trompés par cette fausse antenne. Le ministre de l'Intérieur lui-même reconnaît un dispositif attrape-tout qui doit être encadré. Il faut absolument éviter tout ce qui relève du chalutage. Sinon, ça pose un problème fondamental. Nous ne voulons pas que ce que nous mettons en œuvre pour protéger puisse être de quelque manière que ce soit attentatoire aux libertés ou puisse se mettre en œuvre sans contrôle. Alors, le souci par rapport à ce déluge de technosurveillance, c'est que les Français et les Françaises ne sont pas correctement informés de l'ampleur de ces mécanismes-là. On utilise tous un téléphone dans la vie quotidienne sans pour autant savoir que parce que je passe dans telle rue, parce que je passe près de telle gare ou autre, j'aurai la possibilité de voir toutes mes données de connexion aspirées par ces antennes fixes ou mobiles. La vente de ces appareils est très strictement encadrée. Les modèles utilisés par le gouvernement coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais des modèles low cost sont proposés sur des sites de vente en ligne chinois. Déjà, certains internautes ont trouvé la parade. Des applications mobiles proposent de détecter et de brouiller les IMSI Catchers. Alors on voit, Pascal Popelin, que beaucoup de données pourront être interceptées assez largement dans un périmètre assez large. Est-ce qu'il n'y a pas atteinte aux libertés individuelles ? C'est toujours le même débat. Ce n'est pas un élément nouveau. Votre reportage signale que nous l'avons prévu dans le cadre de la prévention, c'est-à-dire l'utilisation par titre de police administrative par les services de renseignement. Ça existe aussi aujourd'hui dans le cadre de l'instruction, puisque les juges d'instruction peuvent y avoir recours. Sinon, je pense qu'ils n'auraient jamais attrapé Paul Bismuth. Bon, et ce qui est proposé, c'est que ça puisse aussi être utilisé, là aussi, en enquête préliminaire. Très clairement, ces mesures qui sont particulièrement intrusives. Quoique, un IMSI Catcher, il faut quand même dire que c'est beaucoup moins intrusif qu'une interception de sécurité, une écoute téléphonique. Ça dépend combien de temps on garde ces données. Non, parce qu'on n'écoute pas les contenus. On ne peut écouter les contenus que dans certains cas particuliers en termes de renseignement. Je peux vous dire que c'est extrêmement rare. Je suis membre de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Ça n'a été utilisé que dans quelques jours après le 13 novembre, dans des cas bien ciblés. Bon, donc on ne peut avoir que Monsieur Untel a appelé Monsieur Truc ou Monsieur Untel s'est connecté à telle ou telle adresse IP. Voilà. Donc, naturellement, ça doit être manié avec une extrême précaution. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire qu'il faut savoir où sont les IMSI Catchers. Ça veut dire qu'il faut savoir qui s'en sert. Ça veut dire qu'il faut savoir à quoi on s'en sert. Ça veut dire qu'il faut savoir quelles données ont été recueillies. Ça veut dire qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on fait des données et comment on élimine tout ce qui ne sert pas. Bon, et bien ça, c'est le travail du législateur d'abord. Et rien que sur ce sujet où nous avons déjà beaucoup travaillé en commission, j'ai 4 amendements à proposer en séance sur le sujet pour véritablement encadrer les choses. Vous avez dit vous-même, ça existe dans le commerce, on peut acheter un IMSI Catcher chinois, bon, pour des motifs qui sont sans doute peu louables, que l'État, pour protéger les Français, puisse s'en servir puisque ça existe, oui, mais pas dans n'importe quelles conditions, et c'est tout le rôle du législateur. Merci Pascal Popelin d'avoir été avec nous ce matin, député socialiste de Seine-Saint-Denis et rapporteur de ce projet de loi qui sera en débat cet après-midi dans l'hémicycle.